Merci infiniment à tous les quatre. Christine, je vous invite à me rejoindre car effectivement, nous allons à présent avec François évoquer les essais qui ont révolutionné la pratique thérapeutique. Et je compte pour vous pour être synthétique au vu de l'heure qu'il est déjà. Merci beaucoup. Je commence pour pas perdre de temps. Donc on a voulu avec Christine en quelques minutes vous rappeler tout ce qui a jalonné l'histoire thérapeutique à laquelle la France a pris part, aussi grâce à la NRS, grâce au réseau qu'on a pu faire entre nous. Alors, désolé, je n'ai pas... mais bon, c'est pas la faute de Sandrine, c'est juste que... Elle est belle cette photo, hein. Et donc, on a commencé dès 85 avec des traitements dont certains d'entre vous se rappellent qu'on a utilisé pendant quelques semaines sur amine HPA23 avec les résultats négatifs que l'on connaît. Puis l'AZT est arrivé en monothérapie avec plusieurs essais, ce fameux essai de phase 2 qui a montré sur des critères durs le décès qu'il y avait une amélioration rapide en quelques semaines sous AZT par rapport au placebo. Enfin, les patients ne mouraient plus aussi vite, on peut dire. Puis ensuite, il y a eu des essais avec des marqueurs virologiques de substitution comme l'antigène P24 et puis d'autres essais sur des critères cliniques qui ont montré que finalement ça marchait pas si bien que ça, la monothérapie. Et puis on s'est retourné en dehors vers d'autres cibles thérapeutiques dont les inhibiteurs de protéase. Les premières phases 1 ont commencé... Alors c'est quoi cette lettre là, raconte-nous. En 93, la phase 1, voilà, à laquelle j'ai eu l'honneur de participer sur 80 patients, on y reviendra. Et ensuite, en parallèle, on a développé, Christine, des bithérapies d'inhibiteurs de transcriptase inverse en attendant les trithérapies. Oui, alors ça c'était très intéressant parce que finalement, le fil rouge pour les plus jeunes, c'est qu'il ne faut pas accepter les dogmes. Il faut les comprendre, mais il faut les transgresser. Dans la vie, c'est la transgression qui prévaut, c'est ça l'innovation. Et on entendait, ah ben non, on ne peut pas mettre la bactériologie, on ne peut pas mettre deux antibiotiques de la même famille ensemble. Je ne sais pas si c'est toujours vrai. Mais là, on l'a fait, on n'avait rien à perdre. Et, enfin, pas nous, là, mais nous, on l'a fait quand même. Mais on ne l'a pas publié comme Joe Hiron. Et voilà, et ben pour la première fois, on montre que c'est un peu mieux de mettre AZT3-TC versus la monothérapie. Alors après, ça va succéder parce qu'en parallèle, les firmes inventent, déclinent. Donc là, on a la DDC, AZT3-TC versus AZT-DDC. On a Delta. Donc Delta va arriver en France, un essai français avec les Anglais, hein, randomisé, etc. Ah, tu m'as enlevé Delta, vite fait. Et donc, voilà, on montre, on confirme, c'était en Europe, que franchement, ça fait mieux. Donc, il va falloir aller avec les bithérapies. Next. Alors, César, il arrivait un peu tard, mais là, c'est, regardez, une mono versus une bi et le loviride. Je pense que vous avez un peu oublié, mais c'était un NRTI de première génération. Et là, c'est une trithérapie qui arrive pas avec le retentissement des inhibiteurs de protéase. Voilà. Donc c'était quand même une époque où c'était quand même des balbutiements importants. On a beaucoup erré et finalement tout ça a été rapidement chamboulé avec l'arrivée des premiers résultats des inhibiteurs de protéase en phase 2, puis en phase 3. On a déjà parlé de ça avec les différents médicaments qui sont arrivés et sur des marqueurs de substitution, la charge virale arrivant aussi comme étant un outil valide de substitution à la clinique permettant l'arrivée rapide de ces médicaments sur le marché et révolutionnant les choses. Et puis, très rapidement, des nouvelles stratégies ont essayé d'être mises en place pour éviter les inhibiteurs nucléosidiques, des bithérapies de protéase, la tolérance mauvaise, et puis ensuite la tripla, et puis ensuite le trisivir. Vous vous rappelez l'époque où, au début des années 2000, finalement, les patients avaient soit de la tripla, soit du trisivir, on croit rêver, et puis ensuite, il y a eu l'arrivée des médicaments plus modernes, comme le lopinavir, comme finalement des essais d'épargne de classe avec l'association lopinavir et faviras. Oui, parce qu'à ce moment-là, les gens commençaient à perdre des joues. Voilà. Donc on est forcé par la nécessité à combiner. Voilà, et des médicaments plus efficaces et mieux tolérés, darunavir, le raltegravir, nouvel médicament de nouvelle classe, et puis le problème de la multirésistance auquel on était confronté à partir des années 2000. Alors oui, la multirésistance, effectivement,
Tout le monde. En fait, il n'y a jamais 100%. Donc, il y en a, oui, 80, 85%. Il y avait des gens qui avaient déjà des résistances, donc ça faisait mieux, mais ça ne faisait pas 100%. Et tout le monde sait que ce virus, si on ne le met pas au tapis, voilà. Donc, il fallait des nouvelles molécules. Et surtout, il fallait des nouvelles classes. Et là, il y a un essor essentiel, et en particulier, c'est 2003, ça fait 20 ans. Donc ça, c'est le T20, l'enfuvirtide, un inhibiteur de GP120. C'était Roche. Et vous voyez, c'était spectaculaire parce qu'effectivement, chez des gens qui étaient... chez des gens qui étaient multirésistants. Et puis après, fou pour fou, et ben finalement, on était avec les virologues, donc on avait compris que quand le traitement était interrompu, le virus sauvage repartait. Puis on s'est dit, tiens, on n'a qu'à attendre, on attrape le sauvage en mettant une gigathérapie. Voilà, donc ça c'était, merci l'ANRS, on a pu mettre cette gigathérapie qui a été très mal reçue aux États-Unis, mais après on nous a reconvoqués pour venir présenter nos données à l'oral. Voilà. Ensuite, le darunavir, donc vraiment, c'est vrai qu'Indinavir, l'Opinavir, et là, c'est toujours notre standard. Et c'est ce résultat assez spectaculaire, vous voyez, on compare à ce qu'on appelait standard of care versus, voilà. Et puis, une autre révolution, et à chaque fois, les naissances des classes, c'est vraiment quelque chose d'important. Tu en as parlé, c'était la phase 2, là c'est la phase 3, c'est le raltegravir, inhibiteur d'intégrase, et inventé par une chercheuse de chez Merck, Daria Azuda, qui est une grande dame. Voilà, et puis ensuite, franchement, et grâce à l'ANRS, je fais de la pub pour l'ANRS, qui était quand même très drivée sur le VIH, eh bien, on a pu, c'est Yazdan qui était le coordonnateur, mettre tout ce qu'on avait de nouveau sous la main, du darunavir, du raltegravir et l'étravirine, seconde génération de NNRT. Regardez ces courbes fantastiques chez des gens qui étaient multirésistants. Ensuite, toujours des nouvelles classes, inhibiteurs de maturation, fostemsavir. Bon, il a encore une petite casserole. Il n'est pas encore le plus sympathique des molécules dans sa prise, mais il va évoluer. Et puis, une autre révolution pour moi, le lenacapavir, parce que là, non seulement c'est une nouvelle classe, c'est archi puissant, et en plus, ça se donne tous les 6 mois. En tout cas, des médicaments qui ont révolutionné le traitement des multirésistances. Et heureusement, on crée moins de multirésistances aujourd'hui avec les traitements qu'on a. Et pour terminer, juste rappeler qu'aujourd'hui, on a des traitements qui entraînent des suppressions virologiques dans quasiment tous les cas. On a également des bithérapies qui sont équivalentes de trithérapie. Et on a des nouvelles voies thérapeutiques qui ouvrent un nouveau paradigme dans le traitement du VIH. Donc tout ceci montre les différents progrès qu'il y a eu au cours de toutes ces années, de ces 38 ans de traitement du VIH. Et après avoir escaladé, augmenté, on maintenant désescalade parce qu'on a des médicaments plus puissants. Merci infiniment à tous les deux. Merci encore à chacun d'entre vous, de chaque intervenant, d'avoir été chercher toutes ces informations et de pouvoir vous les relayer.